tous, c'est Mélo sans Mélie et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 romans et un livre qui ont tous en particulier avoir pour but de faire ouvrir les yeux, d'éduquer et d'éviter les errances médicales, on va dire. À la base, il y a certaines lectures que j'ai lues il y a 1 voire 2 ans, si ce n'est 2 ans et demi. En fait, quand j'ai commencé certaines de ces lectures, je comptais les garder pour moi et finalement, là maintenant que j'en ai lu d'autres, en fait j'ai envie d'en parler, j'ai envie de partager autour de ces lectures et surtout j'ai envie de vous pousser à vous-même les lire puisque les messages qui sont passés sont très importants. On va tout de suite commencer par ma lecture la plus récente et aussi celle qui sera la plus simple à expliquer. Il s'agit de la BD Le cœur des femmes de Martin Winkler. Alors en fait c'est l'adaptation du roman, on vous en a déjà parlé, je sais pas si vous avez vu la comparaison de l'école des soignantes, mais en fait Le cœur des femmes c'est un roman, il y a eu un pseudo tome 2, l'école des soignantes. Mélie avait lu le roman quand elle était ado, moi je l'ai lu il y a 1 an et demi. Je l'ai lu, enfin non je l'ai lu, moins d'1 an en fait. Je l'ai lu l'été dernier et ça avait été un très gros coup de cœur, une petite claque aussi. Ils l'ont adapté en BD, une bonne grosse BD puisqu'elle fait pas loin de 300 pages et quelques. Non, 232 pages. Franchement elle est très bien faite. La couverture est pas magnifique mais les illustrations dedans sont plutôt belles. Vraiment très adaptées, très émouvantes, adaptées au discours qui est derrière. Je vais pas particulièrement parler du contenu mais voilà, puisque on a déjà dit tout ce qu'on avait à dire sur ces 2 romans de Martin Winkler dans la comparaison, donc je vous renvoie vers elle, mais vraiment c'est quelque chose qu'il faut absolument lire dans sa vie et là il n'y a plus d'excuses puisqu'il est sorti en BD, il y a moyen de le lire beaucoup plus vite qu'un roman de 500 pages. La BD transmet tout à fait les propos du roman, c'est juste que les témoignages sont un petit peu raccourcis, forcément il y en a un petit peu moins, c'est tout aussi touchant, la fin est sublime et voilà, comme toutes les BD que j'ai lues sur des sujets importants, les illustrations sont vraiment parfaites, elles sont tout à fait adaptées, c'est quelque chose qui m'épate à chaque fois. Et cette BD transmet des messages et éduque tout en nous faisant passer par une histoire romancée, par des témoignages qui peuvent tout à fait être réels, mais voilà, c'est pas des vraies personnes qui viennent témoigner et le personnage principal est un personnage inventé, contrairement aux 2 autres BD dont je vais vous parler. La BD Le cœur des femmes, c'est un peu celle qui a le moins de lien avec tous les autres œuvres dont je vais vous parler, mais elle a quand même en commun la façon d'aborder des sujets importants et d'éduquer. On est plus autour de la gynécologie, de la médecine qu'autour de neuroatypie dont on va parler par la suite. Et aussi, ce roman n'aborde pas une maladie, un problème, mais plein de problèmes et il apporte également des solutions. Ensuite, mon autre lecture la plus récente, c'est La différence invisible, qui elle, contrairement au cœur des femmes, traite une particularité en particulier. Il s'agit de l'autisme Asperger chez la femme. La scénariste est une femme qui est directement concernée par l'autisme Asperger. Elle nous raconte le processus de sa découverte, de son diagnostic et ensuite de ce qui se passe après le diagnostic. C'est une BD très touchante. L'illustratrice a clairement bien compris ce que voulait faire passer la scénariste. En tout cas j'ai l'impression. Vraiment les dessins sont très adaptés encore une fois et ici on a une certaine importance des couleurs. Donc il y a assez peu de couleurs mais elles sont adaptées au message à faire passer et plus on avance dans l'histoire, plus les couleurs prennent de l'ampleur et ont un sens. C'est vraiment très bien fait. J'ai voulu lire cette BD parce que en fait assez récemment je crois, j'ai découvert que ce qu'on pensait de l'autisme sans être particulièrement instruit sur le sujet, en fait ça faisait référence à des symptômes de l'autisme chez les hommes puisque en fait au tout début quand cette neuroatypie a été découverte et on lui a donné un nom, les études se sont basées uniquement sur des hommes. Donc du coup quand on va lire les caractéristiques sur internet ou celles qui nous viennent en tête qu'on voit un peu revenir dans les documentaires, les séries, les films ou quoi que ce soit, ça se prête pas forcément à toute la population. Et quoi de mieux que de passer par une BD scénarisée par une personne directement concernée. Je m'y suis intéressée parce que ça m'a un peu révoltée quand j'ai découvert ça, je trouvais ça aberrant et en fait c'est vraiment dommage parce que du coup il y a des personnes qui toute leur vie s'ignoreront. Pour certaines c'est pas si grave puisqu'elles ont quand même une vie heureuse et épanouie, mais pour d'autres ça les fait naviguer d'erreur de diagnostic en erreur de diagnostic. C'est encore des errances médicales et voilà, ça peut être terrible et donc je trouve ça vraiment important ces BD qui permettent d'éclairer, d'ouvrir les yeux sur soi-même, d'ouvrir les yeux sur des personnes qui nous entourent ou juste d'apprendre de nouvelles choses et si jamais un jour on est confronté à ces particularités dans notre entourage, on sera plus à même de comprendre, on sera plus à même de réagir de la meilleure manière possible, surtout sachant que au final même le personnel médical n'est pas au courant de tout ça et c'est aberrant au vu de tous nos progrès scientifiques
qu'on en soit encore là. Donc voilà, il y a encore beaucoup de chemin. Ces petites œuvres littéraires permettent de faire avancer les choses à leur échelle. En parlant d'errance de diagnostic, on va parler de Goupil-ou-Face de Lou Luby, qui est une illustratrice qui ici nous raconte son histoire avec la cyclothymie. Pour ceux qui ne savent pas, la cyclothymie, je vais résumer ça rapidement, c'est un moral qui fait des hauts et des bas, mais des hauts et des bas très très violents. Ça peut être lié à de la dépression, je sais pas trop comment en parler, la BD en parle beaucoup mieux que moi. Et voilà, Lou Luby nous raconte ses galères, nous raconte comment enfin elle a réussi à avoir un diagnostic, à se faire comprendre et surtout avoir le bon diagnostic. C'est très très triste de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont encore diagnostiqués, par exemple bipolaire avec erreur, alors qu'en fait le problème c'est autre chose et c'est juste que le personnel médical qu'ils ont consulté n'avait pas les connaissances en fait pour mettre le bon diagnostic. Un peu comme pour l'autisme Asperger, la cyclothymie est quelque chose d'assez peu connu ou en tout cas peut-être d'assez peu enseigné ou avec encore des gros clichés. Et comme pour les deux autres BD précédentes, les illustrations sont tout à fait adaptées. Ici encore on est sur une thématique de couleurs plutôt sobre. On est sur du gris, du noir, du blanc et de l'orange un peu saumon. Et encore une fois, même si on n'est pas directement concerné, c'est très important, ça permet de se comprendre les uns les autres. Même si on peut discerner des généralités entre les êtres humains, on a tous quand même nos différences. Et je vais finir avec le roman, donc cette fois ce n'est pas une BD en fait. J'ai pas trouvé de BD aussi réputée que le roman sur le sujet des hauts potentiels. Donc voilà, je vais vous parler de Trop intelligent pour être heureux. J'ai lu en janvier 2019 je crois, donc ça remonte un petit peu. Mais j'en ai des plutôt bons souvenirs. Pareil, Goupil-ou-Face, je l'ai lu en septembre 2018, donc ça remonte un peu. Et c'est des lectures marquantes. Donc avec ce roman, on va parler des HPI, HPE, HPS, enfin il y a plein de terminologies. Haut potentiel, surdoué, zèbre, gifted en anglais. Et il y a beaucoup d'autres termes. On a un peu tendance à s'y perdre tellement il y a de termes, mais en fait c'est parce qu'il n'y a pas un seul terme qui conviennent vraiment, ils sont tous bourrés de clichés, voilà. Surdoué, bah ça veut dire génie, haut potentiel, bah tout de suite ça... L'échelle n'est pas la bonne, d'où la naissance d'autres termes comme zèbre par exemple, qui sont pas forcément plus adaptés ou qui permettent pas forcément de comprendre quand on entend le mot ce que ça veut dire exactement. Je pense que dans cette vidéo je vais dire haut potentiel, voilà. Et en fait j'ai lu ce roman parce que complètement par hasard, je suis tombée sur une vidéo YouTube d'une interview d'une haut potentiel qui parlait de son problème et qui démystifiait un peu tout le truc. Et en fait moi j'étais encore restée dans les clichés. Pour moi, un surdoué, c'était soit quelqu'un qui était un génie des maths, soit quelqu'un qui avait eu un parcours scolaire complètement chaotique parce que la scolarité n'est pas forcément adaptée au cas des hauts potentiels. Et donc grâce à cette vidéo, je me suis rendu compte que j'étais complètement dans le faux, j'ai pu casser tous les clichés, du coup j'ai voulu m'intéresser au sujet. Et c'est comme ça que de fil en aiguille aussi, je me suis rendu compte que les hauts potentiels c'est un peu lié à la cyclothymie et au final, là en lisant, en m'intéressant au cas de l'autisme Asperger chez les femmes, je me suis rendu compte que ces trois choses étaient assez proches, étaient parfois liées, parfois séparées. Enfin voilà, et là récemment j'ai encore découvert de nouvelles strates, d'autres choses et je pense que je vais continuer à découvrir des nouvelles choses par la suite, c'est très très vaste. Et donc ces trois choses touchent au domaine de la neuroatypie. Alors en fait la plupart des gens sont neurotypiques, les hauts potentiels, les autistes, les cyclothymiques etc. Ils ont un fonctionnement neuronal différent, d'où le mot neuroatypie. Donc du coup pour en revenir au roman, ça a été écrit par Jeanne Sieux-Fachin qui est plutôt réputée dans le domaine des hauts potentiels et elle fait pas mal de conférences. Et sur tous les blogs, sur toutes les vidéos YouTube, on m'a conseillé ce livre. Apparemment c'est un incontournable sur le sujet. Et du coup j'ai pas forcément trouvé de BD, enfin si, j'ai vu des BD sur le sujet, mais pas aussi incontournable que ce livre. Et entre le livre là et toutes les vidéos que j'ai vu passer sur le sujet et tous les blogs, je pense pas qu'une BD m'en apprendra davantage. Je pense juste que ce sera présenté d'une autre manière, donc je vais pas forcément me tourner vers une version illustrée plus tard. Je dois quand même préciser qu'il y a un petit passage qui m'a un peu dérangée dans le roman, mais tout le reste je trouvais ça très éclairant, très bien expliqué. Voilà, le passage un peu dérangeant, je crois que c'était une généralité qui était faite sur les hommes et les femmes et j'ai pas compris comment l'autrice elle pouvait dire un truc aussi aberrant on va dire, enfin en tout cas c'est sa vision des choses, hein, chacun sa vision, aussi aberrant alors que pour tout le reste elle était très ouverte d'esprit et je sais pas, c'était un peu bizarre. Après voilà, chacun se ressentit et c'est peut-être juste moi qui ai un peu mal interprété. Mais sinon tout le reste est vraiment très très bien fait, contrairement aux trois autres
autres BD. Ce n'est pas romancé, c'est clairement une explication. C'est pas un essai, mais voilà, c'est clairement un livre pour se documenter et pas une histoire inventée. Mais ça rend quand même le livre très accessible, la façon dont elle raconte. Ça se lit très vite, ça permet vraiment de comprendre. Mais voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus... peut-être pour débuter, si vous voulez juste casser un peu les clichés rapidement, peut-être qu'une BD sur le sujet sera plus adaptée et éventuellement lire le livre par la suite si le sujet vous a intrigué. Je conseille absolument ces 3 lectures, surtout Le cœur des femmes dans un premier temps et ensuite le reste en fonction de vos affinités. Ça permet vraiment de comprendre les autres êtres humains, je trouve que c'est très très important et surtout ça permet un peu de casser tous ces clichés qui continuent d'être véhiculés dans les films, dans les séries, etc. Les séries et les films ne pensent pas forcément à mal en mettant en scène et en créant un idéal autour des hauts potentiels, des autistes Asperger, de certaines neuroatypies. Ils pensent pas forcément à mal, mais au final ils continuent à véhiculer des clichés et si on n'essaye pas de voir au-delà, bah le monde il changera pas. Voilà, j'ai fini, enfin je crois. Je suis sûre que quand je vais éteindre la caméra je vais me dire ah merde, bah j'ai oublié de parler de ça et ça je voulais dire de cette manière, mais c'est pas grave, on va s'arrêter là. Si jamais, j'ai fait un post sur Instagram qui parlait de ces 4 lectures d'une manière un peu plus brève, peut-être un peu mieux organisée, je ne sais pas. Mais j'avais aussi envie d'en parler en vidéo, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez lu d'autres livres sur des sujets annexes qui pourraient m'intéresser ou qui pourraient m'aider à comprendre d'autres choses, n'hésitez pas à me les conseiller. Je viendrai discuter avec vous avec plaisir en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. Ah, et j'ai oublié de vous dire de vous méfier puisque le sujet des hauts potentiels, tout ce qui touche au final à l'intelligence, est de plus en plus à la mode et il y a de plus en plus d'arnaques et de plus en plus de clichés qui continuent à être véhiculés, de chaînes YouTube qui sont juste là pour profiter de cet intérêt qui est grandissant. Donc voilà, ouvrons les yeux mais ayons un esprit critique. Il y a aussi de plus en plus d'arnaques financières sur ces sujets-là. Et en plus de l'effet de mode, il faut aussi être au courant de l'effet Barnum. Ça, je vous laisserai vous renseigner si vous souhaitez vous intéresser à ce sujet-là. Mais voilà, les caractéristiques des hauts potentiels, des hypersensibles, même des autistes Asperger, il y a un biais cognitif autour de ces caractéristiques-là. Elles sont assez larges et on peut très facilement s'y reconnaître dans une ou deux par-ci par-là, mais c'est pas forcément la même intensité. C'est important de pas juste faire un autodiagnostic si jamais on a des doutes, ce genre de choses. Après ça dépend de chacun, ça dépend de où on en est dans sa vie. Il faut pas non plus faire l'effet inverse et complètement réfuter alors que la plupart des caractéristiques semblent nous parler, mais se dire que non c'est pas possible et que ça sert à rien d'aller consulter un spécialiste.